Pourquoi votre site WordPress bug? Lors de la conception du site ou lors de la mise à jour d'un plugin ou même de WordPress, on peut se retrouver avec des bugs qui étaient évidemment pas là avant et c'est super énervant quand on se retrouve seul face à son écran à se dire mince, ça bug, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais faire un backup. Dans cette vidéo, je vais vous lister la plupart des problématiques qu'on retrouve avec mon équipe lorsqu'on audite un site WordPress, donc c'est-à-dire lorsqu'un client nous appelle, enfin un prospect, parce que son site bug. On fait une première analyse, puis une deuxième plus approfondie et on repère les problèmes. C'est 80% du temps toujours les mêmes, donc je vais vous les lister. Déjà, ça va vous apporter des premiers éléments de réponse et ça va permettre de baisser la tension que vous avez peut-être au moment que vous regardez cette vidéo. Avant toute chose, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça me fait hyper plaisir. C'est ce qui me motive à continuer les vidéos. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Nos vidéos, elles sont cool. Ça vaut la peine que vous activiez la petite cloche et que vous vous abonnez. Ceux qui commencent à commenter nos vidéos, pareil, merci. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, pareil, n'hésitez pas si vous voulez rentrer en contact avec moi à commenter directement les vidéos. Les problèmes de mise à jour. Je commence par cela parce que ce sont les plus fréquents. Clairement, sur WordPress, on a la possibilité de faire des mises à jour manuelles ou des mises à jour automatiques. Lorsque je parle de mise à jour, je parle évidemment de la mise à jour ou des mises à jour de WordPress en tant que tel ou des plugins. Donc les plugins, les modules que vous utilisez, c'est tous les petits logiciels qui permettent de faire les fonctionnalités que vous n'avez pas pu développer, coder en dur. Donc on va avoir par exemple les plugins ou le plugin pour le formulaire de contact, le plugin pour le partage sur les réseaux sociaux. Donc ces modules-là sont pas forcément compatibles entre eux et il est possible au moment où le site web a été fait, s'il a été fait par un programmeur ou une agence, qu'elle ait fait des modifications sur ces modules-là, donc c'était compatible. Mais là, vous les mettez à jour et qu'est-ce qui se passe? C'est plus compatible. Ce qui m'amène à une petite chose. Qu'est-ce qu'une mise à jour? Et là, vous vous dites, ok, il va vraiment descendre loin dans les explications. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, une mise à jour, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur, la mise à jour d'un logiciel, c'est quoi? C'est la suppression d'une version X et la réinstallation ou l'installation d'une version plus récente. Donc en gros, un logiciel, c'est un dossier avec des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, qui du code finalement, des fichiers de code. Eh bien, si on supprime tout ce dossier-là et qu'on réinstalle un dossier plus récent, toutes les modifications apportées au module que aurait pu faire une agence ou un programmeur sont supprimées. Donc les incompatibilités qu'ils ont pu régler sont supprimées aussi. Et c'est ce qui fait que lorsque, par exemple, vous cochez mise à jour automatique sur WordPress, ça veut dire que vous acceptez systématiquement toutes les mises à jour. Mais en fait, il faut pas faire ça. Vous allez recevoir une mise à jour pour un module et mettons cette mise à jour, elle permet de corriger une faille de sécurité. Là, c'est clair qu'il faut la mettre à jour, quoi qu'il arrive. Mais admettons, elle permet de corriger une incompatibilité avec un autre module ou avec plusieurs autres modules parce que les éditeurs de ce petit logiciel-là, de ce petit plugin, ont constaté que voilà, ça créait des bugs, il fallait mettre une mise à jour. Mais est-ce que ces modules-là, qui seront du coup compatibles, vous les utilisez vous? Parce que ça règle peut-être un problème d'incompatibilité avec ces fameux modules autres, mais ça crée peut-être d'autres incompatibilités avec un module que par contre vous utilisez. Donc là, ça paraît un peu perché, mais c'est hyper fréquent. En fait, ne soyez pas maniaque de la mise à jour. Quand on est dans son back-end et qu'on voit 10, 15, 20, 30 mises à jour, on se dit ok, j'entretiens pas mon site. Mais non, mais attends, ça se trouve, les 30 mises à jour, elles vous concernent pas. Prenez toujours le temps de regarder ce que vous mettez à jour avant d'appuyer sur le petit bouton. Parce que le programmeur, par exemple, nous, chez My Little Big Web, on offre des services de maintenance. Donc, tous les mois, on va passer au travers de votre site et on va vérifier les mises à jour qui sont suggérées. Mais je vous le dis tout de suite, vous aurez jamais un back-end avec écrit 0 mise à jour. Ça arrive même qu'on mette à jour un module, le lendemain, il y a une autre mise à jour qui arrive. Là, on va pas passer notre vie à mettre à jour. Donc en réalité, c'est pour ça aussi qu'on le fait une fois par mois et qu'on vérifie. Parce que si finalement cette mise à jour est nécessaire, on va pas supprimer l'ensemble du dossier. On va aller prendre le fichier ou les fichiers importants et on va les remplacer directement à la racine sans toucher le reste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc là, peut-être que vous vous dites, c'est clairement pas du niveau de tout le monde. Ouais, c'est vrai.
c'est pas du niveau de tout le monde. Donc, soit effectivement, vous avez un service de maintenance auprès d'une entreprise, une agence comme My Little Big Web, soit décochez mise à jour automatique dans tous les cas et faites un backup. Faites une sauvegarde de votre site, faites la mise à jour, faites un contrôle qualité. Un contrôle qualité, c'est long là, c'est-à-dire il faut que vous alliez sur votre site et que vous vérifiez s'il y a rien qui a bougé entre guillemets. Et si c'est le cas, ok, la mise à jour est correcte. Mais il est toujours mieux de faire ce travail un peu plus long que de se rendre compte au bout de 2 semaines que oh bah tiens, j'ai moins de ventes qu'avant. Je reçois plus mes formulaires de contact. Ok, ça fait combien de temps que vous recevez plus vos formulaires de contact parce que vous avez perdu combien d'opportunités d'affaires là? Donc voilà, prenez le temps de faire ça avant de toucher à votre site. Pour ceux et celles qui se disent moi je touche pas à ça parce que j'ai pas envie de casser mon site, bah c'est comme vous dire j'entretiens pas ma voiture parce que dans votre tête le garage ça coûte trop cher, j'y connais rien en mécanique donc je touche à rien. Bah la durée de vie de votre site web elle va être divisée par 2 ou par 3. Et ce qui se passe, ça aussi c'est une petite anecdote que je vous dis, c'est cool quand même les formats longs parce que du coup je peux parler un peu de ma vie professionnelle. Nous on a à peu près 1 à 2 demandes par jour de maintenance. D'ailleurs je vais faire le test tout de suite, je vais regarder si j'ai des courriels de ça pour vous lire un message type live. Alors qu'est-ce que j'ai reçu récemment? 12h49. Bonjour, nous cherchons de l'aide pour maintenir notre site web. En effet, il a été effectué par une agence avec laquelle nous travaillons plus. Voici mes coordonnées, blablabla. Bah voilà, typiquement. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais devoir appeler la personne et je vais évidemment donc essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'agence, etc. Parce que la problématique, c'est que j'aurai pas accès à cette agence. La plupart du temps, malheureusement, elle ne collabore pas. Donc, je dois faire un premier audit. Donc, je vais demander les accès. Puis avec mon équipe de développement, on va faire une première analyse de 30 minutes. Franchement, c'est rapide. Le but, c'est de savoir où on met les pieds parce que si on est sur un château de cartes, on n'interviendra pas. Puis malheureusement, sur les à peu près entre 10 et 15 demandes par semaine que nous avons, on en accepte la moitié. Fait que c'est pas beaucoup en réalité. Ça veut dire qu'il y a la moitié des gens, on leur dit, on pourra pas vous aider. Parce que votre site, il a été trop mal fait. Et ça se voit que ça a été fait par quelqu'un qui est pas vraiment spécialisé sur WordPress. Des fois, c'est eux qui ont fait le site. Mais puis je le sais, mais je fais comme si je savais pas. Ils me le disent pas d'ailleurs que c'est eux. Mais peu importe. Le fait est que, encore une fois, si vous laissez le site aller par lui-même, il est fort probable qu'au bout d'un moment, on puisse même pas résoudre les problèmes. Parce qu'il y a trop de mises à jour à faire. Il y a trop de bugs. C'est devenu trop le bordel dans votre back-end. Donc, n'attendez pas et ne pensez pas non plus que systématiquement, si vous appelez un programmeur, un pigiste, une agence, il y en a beaucoup qui vont vous dire il faut refaire le site. Et il y en a une partie, je connais pas le pourcentage évidemment, ça dépend de qui vous contactez, mais pour qui c'est une technique commerciale de proposer de refaire le site. Alors qu'en réalité, il faut pas du tout le refaire. Mais il y en a, oui c'est vrai. Encore une fois, moi 50% encore une fois des demandes que j'ai, je veux même pas forcément dire il faut refaire le site parce que j'ai pas envie de faire un devis, parce que je me dis de toute façon elle aura pas envie de le faire, la personne, je sens pas qu'elle aura envie de le faire ou qu'elle aura les moyens de mettre le prix pour avoir un vrai bon site internet, ce qui m'amène d'ailleurs à une vidéo qu'on a faite sur combien coûte une boutique en ligne, combien coûte un site vitrine. On va vous mettre le lien dans la description. Là aussi vous aurez pas mal de réponses. Tout ça pour vous dire que ça se néglige pas de la maintenance et ça se fait pas si on s'y connaît pas. C'est comme ça. Deuxième problème qu'on entend souvent, mon site est lent. Ok, donc votre site est lent. La plupart du temps, ça peut venir donc de trop de modules installés sur votre site. En fait, le module, c'est un petit logiciel, c'est du code qui a été préfet pour que vous puissiez donc bénéficier d'une fonctionnalité. Mais idéalement, on n'aimerait pas avoir trop de modules sur le site. Alors certains peuvent se dire mais c'est quoi trop de modules? Ça dépend de la taille du site. Évidemment, une boutique en ligne bilingue va avoir beaucoup plus de modules, puis c'est normal qu'un site vitrine de 5 pages unilingue. Mais pour répondre d'un point de vue chiffre, nombre plutôt, entre 10 et 15 modules pour un petit site internet et entre 15 et 20, 25 max pour un site plus gros. Mais attention à ça aussi. C'est pas parce que vous avez 50 modules dans votre back-end qui sont tous activés. En réalité, vous pouvez activer, désactiver les modules. Donc, ne supprimez pas des modules inactifs. Ils n'ont pas d'impact sur votre back-end. Mais si vous savez que vous vous en servirez pas, supprimez-les. C'est logique. Mais donc, si vous avez trop de modules, c'est tout un tas de logiciels qui fonctionnent en même temps. Donc forcément, ça fait ramer votre site web. C'est logique. L'autre point qui fait que souvent les sites rament, le serveur. Votre site,
il est hébergé sur un serveur. Par exemple, au Canada, on va avoir WHC, on va avoir OVH, Amazon on Cloud, on va avoir GoDaddy, Hostpapa. Il y a même énormément d'agences web qui sont revendeurs. Donc, par exemple, moi, je pourrais être revendeur WHC, donc je revends les services d'hébergement. Les serveurs, en fait, ce que vous payez mensuellement, c'est un espace sur un serveur. Donc, dépendamment des offres des entreprises, vous allez avoir plus ou moins d'espace. Et les hébergements, il y a 3 types d'hébergements. Il y a les serveurs dédiés, vous êtes le seul sur ce serveur-là, donc théoriquement, il y a de la place. Il y a les serveurs mutualisés, donc c'est comme une colocation avec tout un tas de sites finalement. Et il y a les serveurs semi-mutualisés. Donc, la différence entre les deux, c'est juste le nombre de on va dire, c'est le nombre de sites web avec lesquels vous partagez l'espace. Clairement, ça va dépendre de la compagnie d'hébergement qui va décider de mettre plus ou moins de sites sur un seul et même serveur. S'il y a 400 sites internet sur un serveur, c'est sûr que le serveur, il peut ramer un petit peu plus que s'il y en a une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine. Parce qu'un site internet, ça évolue. Vous-même, vous êtes en train de rajouter des articles, des images, des vidéos, à supposer que vous hébergez des vidéos sur le serveur, et donc vous prenez de l'espace. Mais en réalité, c'est comme un mec qui arriverait dans une colocation et qui rajoute des meubles, et au bout d'un moment, il en met dans le couloir, il en met dans la chambre des autres. Au bout d'un moment, on n'a plus assez de place, mon gars, pour tout l'espace que tu prends. Donc, déménage. Ça, c'est à la compagnie d'hébergement, normalement, de faire ce travail en se rendant compte que tel ou tel site est en train de prendre beaucoup de place. Donc, on va le migrer sur un autre serveur où on va contacter le client pour lui dire, en passant, il faudrait que tu prennes plus d'espace parce que là, ça marche pas. Le problème, c'est que les compagnies d'hébergement, elles hébergent des milliers de sites internet. Normalement, elles sont capables de monitorer, mais on le sait tous, là, tout le monde fait pas forcément bien son travail et il y a peut-être des contraintes techniques qu'on connaît pas. Le fait est que ça peut créer ce problème-là et si vous appelez le support de votre compagnie d'hébergement, c'est peut-être même le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est de vous vendre le serveur au-dessus parce que déjà ça fait une vente et puis normalement ça résout le problème. Bon, la problématique c'est que si ça vient pas du serveur, parce que ça vient des points que j'ai mentionnés plus haut ou des points que je vais mentionner après, vous avez juste payé plus cher pour votre serveur. Pour ceux qui se demandent combien ça coûte un hébergement pour un site internet normal, je vous dirais que ça coûte à peu près 5 $ par mois. Si vous payez entre 5 et 20 $ par mois pour un service d'hébergement sur un serveur mutualisé, c'est OK. Si vous payez plus, vous payez trop cher. Un serveur dédié, donc je vous dirais que ça va commencer à 150 $ par mois. Puis je pense que ça peut monter facile à 250, 300 $ par mois et peut-être même plus. Mais entre 150 et 250 $ par mois, oui, c'est les prix d'un serveur dédié. Plus, c'est bizarre, moins, c'est bizarre aussi. Ceux qui vont avoir besoin d'un serveur dédié en passant, c'est ceux qui vont avoir vraiment besoin de beaucoup d'espace ou qui vont avoir des moments, par exemple, comme lors du Black Friday ou lors d'événements précis, de pouvoir absorber beaucoup de connexions. D'un coup simultanément. Donc eux, c'est mieux qu'ils soient sur un serveur dédié, quitte à ce que ce soit juste une partie de l'année. Mais sinon, 80%, 90% des gens ont pas du tout besoin d'un serveur dédié. Un serveur mutualisé d'une compagnie d'hébergement fiable à 5 $ par mois fait l'affaire. Nous, par exemple, My Little Big Web, je paye 20 $ par mois l'hébergement mutualisé ou semi-mutualisé et je pourrais pourtant prendre un serveur dédié. C'est pas l'enjeu, mais j'en ai pas d'utilité. Et on a quand même un site qui génère beaucoup de trafic. Autre point, vous avez uploadé des images trop lourdes, peut-être même en doublant. Lorsque vous importez une image sur votre serveur, enfin sur votre site, mais du coup sur le serveur, quel poids fait-elle? Si vous uploadez des images Full HD qui font 10, 20, 50, 100 MO, 100 mégaoctets, c'est clair qu'au bout d'un moment, vous allez saturer, surtout si vous avez une boutique en ligne. Donc faites attention à ça parce que dans tous les cas, cette image-là, elle est compressée de toute façon parce que ceux qui vont visiter votre site sur leur téléphone, ils n'ont pas envie d'exploser leur data et ils n'ont pas non plus envie d'attendre 10 secondes que la page se charge. Donc encore une fois, utilisez des outils de compression d'image, mais faites attention évidemment à la qualité de l'image. Il ne faudrait pas qu'elle soit compressée de trop. En général, on va essayer de compresser les images à 70%. Mais ce que je vois aussi beaucoup, c'est des images qui ont été uploadées mais pas supprimées. Les versions présentes n'ont pas été supprimées. Par exemple, vous uploadez une image, puis là vous vous rendez compte que finalement ça rend pas super bien, donc vous retravaillez votre image et puis vous re-uploadez l'image. Mais la première, elle est toujours sur le serveur. Donc si vous jouez à ça 2, 3, 4, 5 fois, puis que c'est une pratique récurrente, au bout d'un moment, il y a finalement pour une image que vous avez installée, il y a peut-être 2, 3, 4, 5, 10 versions. Faites le tri parce que ça, une fois qu'on arrive à un site qui a 1, 2, 3, 4, 5 ans et avec cette pratique-là, c'est pas marrant.
de faire ce tri-là, ce nettoyage-là, et c'est même pas dit que quelqu'un se dévoue pour le faire, même si vous le payez. Donc, ayez ce réflexe justement de supprimer les images que vous ne comptez pas utiliser sur votre site pour alléger votre galerie d'images. Autre point, est-ce que vous avez exploité la mise en cache du navigateur? Qu'est-ce que la mise en cache du navigateur? Il s'avère que lorsque vous allez sur un site internet la première fois, avec Chrome, avec Safari, avec Firefox, avec Edge, peu importe, souvent le site est plus long à charger. Pourquoi? Parce qu'il va charger vraiment tous les éléments de la page. Mais si vous retournez sur ce site une deuxième fois, ça va être beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que le site web, en fait, le propriétaire du site web, il a installé un module de mise en cache, c'est-à-dire qu'il explique au navigateur, je simplifie à fond, tous ces éléments-là, par exemple le header, le footer, puis même la page d'accueil en général, je la mets pas à jour vraiment. Donc, tu peux mettre en cache ces éléments-là, tu peux les garder en mémoire. Comme ça, quand mes visiteurs vont revenir, ça va se charger plus vite. Ça, c'est super important en fait d'exploiter la mise en cache parce que clairement, ça évite qu'on ait à recharger les images à chaque fois. Quand vous faites vous savez, quand Google, Chrome ou votre navigateur propose de supprimer les cookies ou faire un nettoyage, etc. Puis il vous dit, voilà, vous voulez qu'on supprime quoi? Vous voulez qu'on supprime les mots de passe que vous avez enregistrés? Il y a aussi ça. Il y a cette mise en cache là que vous pouvez ou pas nettoyer. Parce que quand on utilise son ordinateur, là aussi, des fois, il y a beaucoup de mise en cache. Puis ça ralentit aussi l'expérience. Mais vous pouvez pas intervenir sur la mise en cache des gens, sauf si vous videz le cache sur le serveur. Bon, là, je vais un peu loin, mais en gros, toutes les nouvelles personnes qui viendront sur votre site, même vous, ce sera comme si elles venaient pour la première fois. Ça, c'est intéressant de le faire si vous avez fait des gros changements et que vous voulez que les gens voient tout de suite ces changements-là, même vos visiteurs récurrents, vous videz le cache sur votre serveur pour permettre ça. Donc oui, la première visite va être plus lente, mais après les autres, si vous continuez d'exploiter la mise en cache, ce sera plus rapide. Le dernier point, en fait, que j'ai déjà abordé, c'est tout ce qui est relatif au serveur, encore une fois. Si votre site est lent, ça peut venir du serveur, donc vous pouvez effectivement contacter votre hébergeur pour essayer de comprendre si le serveur est saturé. Peut-être même que dans l'interface serveur, donc quand vous avez créé votre compte chez l'hébergeur, vous avez une interface, peut-être que vous pouvez le savoir, ça dépend évidemment de votre forfait, ça dépend aussi de l'hébergeur, sinon vous l'appelez, mais si vous l'appelez, encore une fois, ne vous laissez pas forcément avoir par le côté il faut uploader le forfait. En réalité, si vous n'avez rien fait de majeur sur votre site, il n'y a pas besoin d'uploader le forfait. Donc à la limite, ce que je vous conseille, c'est que appelez votre compagnie d'hébergement, mais en dernier recours seulement lorsque vous avez déjà analysé les autres points que j'ai mentionnés. Ça vous évitera de payer pour rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses et évidemment les solutions à apporter. Ça permettra de faire vivre encore plus la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus!